concurrentiel. Maintenant, pour répondre à votre question, de savoir quelle est la particularité de ce nouveau panafricanisme. Alors, ce panafricanisme est un panafricanisme des peuples, parce qu'il faut dire qu'au départ, le panafricanisme a été une question élitiste. Donc, ce sont des élites qui portaient la voix des peuples africains, qui menaient des combats d'émancipation. Mais aujourd'hui, il faut revenir à la base. Il faut aller sur des stratégies entonnoirs. Donc, c'est la base qui dessine des objectifs, des stratégies, et pour arriver à un résultat sous forme d'un entonnoir. C'est la première particularité de ce panafricanisme. Maintenant, le second, c'est que la seconde particularité, je m'excuse, c'est que le panafricanisme concurrentiel voudrait déjà être un vecteur de projection de l'identité géopolitique et géostratégique du continent africain. Parce que tant que nous ne nous mettons pas résolument à l'édification de la puissance du continent, on ne saurait intégrer la gouvernance mondiale. Donc c'est pourquoi nous voulons que désormais les Africains mettent en place des stratégies qui vont leur permettre de devenir plutôt puissants. Donc c'est l'acquisition du hard power, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Donc voilà déjà de façon très brève ce qui est des particularismes de ce panafricanisme concurrentiel. Voilà, je vous vois écouter avec grand intérêt Célestin N'Djamène. Est-ce que vous arrivez à situer cette nouvelle frontière dans cette lutte panafricaniste qui a cours sur le continent depuis plusieurs décennies maintenant? Est-ce que vous voyez cette nouvelle frontière qu'indique ici l'association, le président de la convergence panafricaine? Oui, je crois que le président Djelassem est dans la bonne lignée de ce que les leaders panafricains depuis la nuit des temps ont toujours initié. Il faut s'adapter avec son temps. Nous sommes aujourd'hui à une période de globalisation. Donc il y a une nouvelle donne. Aujourd'hui, les économies sont intégrées, et même les accords militaires sont quasiment permanents. Et donc, nous devons absolument tenir compte de ces réalités-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un panafricanisme historique, un panafricanisme culturel à l'époque. On a connu dans les années 1900 les William Bogart Dubois, les Antonin Firmin, on a connu en 1925 les Aimé Césaire, tout ça, 50 dans les années 40-50. On a connu même un panafricanisme littéraire, la négritude, un mouvement très important. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin, nous les Africains, de nous remémorer en permanence ce que notre passé a été. Bien sûr, on n'a pas d'oubli, dans le sens que, effectivement, on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation, c'est un fait. On connaît les douleurs. Mais, passer le temps à ressasser ces douleurs ne nous fait pas avancer. Il y a une compétition économique, scientifique qui est là, qui est devant nous, qui est cruelle, dont il faut arborer les armes, entre guillemets, de guerre intellectuelle et économique pour faire front avec cela. Donc, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certains panafricanistes qui pensent que le fait d'être panafricaniste se mesurait à la capacité d'aboiement ou de vocifération. C'est pas ça. C'est de faire des propositions extrêmement concrètes, de dire comment on ferait pour s'en sortir dans cette économie où il y a des mondialisateurs et des mondialisés. Nous voulons être au même niveau, n'est-ce pas, de compétition que les autres. Ça veut dire qu'il faut se doter d'armes réelles, sérieuses sur le plan économique, intellectuel, technologique, diplomatique, pour pouvoir s'en sortir. Or, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'Afrique accuse de grosses lacunes. La première, elle est d'abord militaire. Les accords militaires qu'on passe tout le temps, c'est bien parce qu'on n'a pas, justement, on n'est pas producteur d'armes. Et qu'il faut bien, pour avoir un certain parapluie, n'est-ce pas, s'accorder avec les puissances qui peuvent nous protéger, en tout cas momentanément. Sur le plan technologique, on est des grands consommateurs, pour l'instant, je le constate. L'Afrique a besoin, et c'est aussi l'ambition de convergence panafricaine, on a l'intention de mettre en œuvre des pôles d'excellence qui vont emmener nos jeunes, n'est-ce pas, à devenir des ingénieurs qui vont concevoir, qui vont créer, qui vont inventer. Parce que pour l'heure, tous les produits manufacturés, on ne les produit pas, on ne les fabrique pas. Donc nous, on consomme ce qu'on ne produit pas, et on produit ce qu'on ne consomme pas. Donc il est question qu'on change de paradigme, et pour changer de paradigme, il fallait une association comme Convergence panafricaine qui puisse mettre le pied à l'étrier et de se dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas eux seuls qui doivent changer la donne, c'est aussi cette conscientisation de tous les jeunes Africains qui doivent se mettre à l'unisson pour que ce combat puisse porter. Donc c'est un peu le message que le président Djelassem est en train de porter aujourd'hui, et je le relais avec plaisir parce qu'effectivement je suis également fier de faire partie de cette mouvance, de cette association, parce que je considère que même si notre patrie c'est le Cameroun, le Tchad, le Togo, le Burkina, mais notre avenir c'est l'Afrique.
On ne peut pas imaginer une Afrique meilleure sans l'unité africaine. Et nous sommes dans le message essentiel ontologique de Kwame Nkrumah. Parce qu'en vérité, nous sommes victimes, nous avons le syndrome du captif, c'est-à-dire que depuis Berlin, depuis 1884, nous sommes là à subir des frontières qu'on a tracées pour nous. On est là à subir des divisions. Donc maintenant, pour retrouver cette unité, cette force de frappe, il est impératif que nous nous réunissions. Regardez par exemple l'Union européenne. Il y a de cela 14-15 ans, l'Allemagne avec son Deutschmark, la France avec son franc français, l'Italie avec son lire, et l'Espagne son peseta. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris conscience que s'ils veulent réussir face à l'agressivité asiatique, notamment chinoise et américaine, il fallait se réunir, il fallait s'unir, impérativement. Avant, c'était le comité de l'acier et du charbon. Ils ont dépassé cela pour créer l'Union européenne, dont ils ont sacrifié les monnaies nationales. Aujourd'hui, quand je transpose ce raisonnement pour l'Afrique, on se rend compte que non seulement on n'a pas de monnaie, mais on a une monnaie coloniale qui est fabriquée hors de nos frontières. Oui, mais ce qui démontre qu'on n'est pas maître de notre destin, on n'est pas maître de notre économie. Alors, j'ai une interrogation, j'ai une question pendant que je vous écoute, Célestin N'Djamène. C'est celle de savoir, est-ce qu'on a les moyens d'y parvenir? Parce que si on dit qu'il n'y a pas de force de proposition au cœur des dénonciations que l'on entend de façon quasi quotidienne, c'est que à la base, élaborer justement une solution peut demander beaucoup de moyens. Et là, je vous interpelle là-dessus, Jonathan Batengene. Le président américain, par exemple, c'est plus de 1400 think tanks qui travaillent directement à lui apporter des conseils stratégiques en termes de positionnement quand il faut s'engager par rapport aux intérêts des États-Unis. Alors, est-ce que quand vous écoutez Convergence panafricaine dans une telle dynamique, vous sentez que, avant que le président ne parle, que l'organisation peut avoir